Partons maintenant dans la division Southeast qui a été dominée l'an dernier par le Miami Heat avec 44 victoires. Ensuite Atlanta avait un bilan équilibré de 41 victoires, 41 défaites. Suivait après Washington, 35 victoires. Orlando, 34 victoires. Et enfin Charlotte qui a atteint assez péniblement les 27 victoires. Commençons par le Miami Heat qui a réalisé une saison absolument épatante l'an dernier, mal parti parce que avec un bilan moyen, ils se sont retrouvés en fin de play-in et ont dû se battre pour éliminer deux équipes et après se retrouver face aux Bucks qui étaient quand même grandissimes favoris. Mais Jimmy Butler a décidé de lancer sa saison et cet effectif a posé d'énormes problèmes défensifs. L'équipe de Milwaukee, du coup, ils ont réussi à franchir ce premier tour, après aller battre les New York Knicks, et enfin se défaire des Celtics en 7 manches, alors qu'ils menaient quand même 3 manches à 0. Ils ont failli se faire rattraper, mais non. Butler est de nouveau celui qui a emmené ses joueurs avec son coach Spoelstra en finale NBA. Ils n'ont pas pu faire grand chose face à Denver, mais c'est pas si étonnant que ça. Il y a quand même une classe d'écart entre les équipes, d'autant plus qu'ils n'avaient pas Tyler Hero sur leur fin de campagne et que ce joueur-là, c'est pour moi clairement le numéro 2 de cette équipe. Kyle Lowry est sur la pente descendante, même s'il a joué son rôle en sortie de banc. Il était remplaçant de Gabe Vincent qui est parti aux Lakers et je trouve que cette place n'a pas été remplacée parce que on avait l'espoir pendant longtemps, c'est ce qui se croyait, que Damian Lillard viendrait du côté de South Beach, mais malheureusement ça n'a pas été le cas pour le Heat. Ils n'ont pas réussi à recruter un autre meneur à l'heure où je parle du style Jrue Holiday qui était présent. Donc bon, ça serait pas mal qu'ils trouvent quand même quelqu'un de très solide à la main parce que sous les panneaux, il y a Bam Adebayo qui veille, qui est toujours très très fort en défense et qui en finale NBA a scoré, a été un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du Heat à un niveau exceptionnel que celui des finales. Donc cette année, le Heat, pour moi, risque de stagner un petit peu. Ça sera beau s'ils arrivent au même nombre de victoires que l'an dernier. Je pense qu'ils feront peut-être le play-in, mais que ça ira pas beaucoup plus loin cette fois-ci. On s'intéresse maintenant aux Atlanta Hawks qui ont réalisé une saison moyenne l'an dernier, se qualifiant quand même pour les playoffs, mais perdant assez logiquement face à Boston. Ils ont opposé une résistance correcte, mais insuffisante face à l'équipe des Celtics. Équipe intéressante, je pense, cette année, peut-être un petit peu plus armée, parce que, premièrement, il y a eu le coach Quinn Snyder qui est arrivé l'an dernier, qui, à mon avis, va apporter tout ce qu'il est capable de mettre en place pour ses joueurs, à commencer par Trae Young, qui va de nouveau distribuer du caviar, shooter du logo, et se partager un peu le ballon en attaque avec Dejounte Murray, qui est arrivé l'an dernier, qui a fait une saison assez solide. Est-ce que leur duo restera longtemps en place? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont les moyens de faire assez mal aux défenses. Je pense aussi à l'aile à DeAndre Hunter, et puis en remplaçant Saddiq Bey, qui a bien bénéficié, je pense, de ses minutes pour apporter de l'agressivité en attaque, alors que il se morfondait un petit peu aux Pistons. Du côté des départs, John Collins a été expédié au Utah Jazz. Ça faisait longtemps qu'on parlait de lui dans les rumeurs de transfert. Et d'ailleurs, il a souligné que c'était une équipe qui n'avait pas autant d'ego démesuré que dans la franchise des Atlanta Hawks. Ce qui laisse penser que peut-être cette équipe a des progrès à faire au niveau mental. Et j'espère que le coach Snyder saura diriger les joueurs, notamment à l'intérieur, Onyeka Okongwu. On a également Clint Capella. Parce que il me semble qu'il y a quand même un petit manque au poste 4. On a Jalen Johnson qui émerge, mais on a des jeunes joueurs et pas vraiment de garantie à ce niveau-là, celle que Collins apportait en tout cas.
Les Washington Wizards sont en mode reconstruction quant à eux. Ils ont perdu 2 All-Stars en la personne de Kristaps Porzingis qui va faire les beaux jours dans la raquette de Boston, et puis Bradley Beal, excellent scoreur, qui va se réinventer sans doute du côté de Phoenix. Les filets vont brûler avec Kevin Durant et Devin Booker et lui. Je pense que ça va faire mal dans l'Arizona. En tout cas, du côté de la capitale, il va falloir peut-être s'accrocher à des performances fun, comme Jordan Poole, qui a l'air d'avoir envie de montrer qu'il est un joueur exceptionnel, 6e homme d'une équipe championne quand même, mais douteux en défense. Alors heureusement, on a quand même un défenseur qui s'annonce très bon en la personne de Bilal Koulibaly, notre français, copain de Victor Wembanyama. Il a montré en pré-saison qu'il était très bon à l'interception et au contre, hyper mobile. C'est un profil atypique dans cet effectif, donc je pense qu'il va se faire une place assez rapidement, même s'il faudra être patient avec lui en attaque. En tout cas, avec Daniel Gafford dans le 5, avec Tyus Jones, très bon remplaçant du côté de Memphis, qui va avoir les clés de l'équipe en attaque à la main. Ça peut, je pense, arriver à 30 victoires, mais pas beaucoup plus du côté de Washington. On passe au Magic d'Orlando, qui a réalisé une saison moyenne, mais c'est une équipe jeune et qui se découvre petit à petit des qualités. Je pense notamment au duo formidable de Paolo Banchero, ancien numéro 1 de draft, et Franz Wagner, qui a gagné la Coupe du Monde avec son équipe. Et ces deux gars ont gagné en expérience en peu de temps, et à mon avis ça va leur être très utile pour mener l'équipe vers des victoires un peu plus importantes cette année. Alors on a toujours des joueurs intéressants, peut-être pas niveau All-Star comme Wendell Carter Jr. dessous. On a également recruté un jeune Anthony Black, meneur de grande taille. Alors il y a aussi Markel Fultz, ancien numéro 1 de draft. À la main, on a Cole Anthony qui peut planter des shoots. Donc équipe intéressante à voir. Peut-être pas assuré de disputer le play-in, mais à mon avis qui peut s'en rapprocher fortement cette année, qui peut passer devant des équipes qui étaient mieux pourvues, par exemple Washington dont j'ai parlé juste avant. À mon avis, Orlando sera largement devant. Et on va terminer cette revue d'effectifs de la conférence Est par les Charlotte Hornets. Alors ne partez pas tout de suite, je sais que c'est pas forcément l'équipe la plus formidable qui est attendue cette saison. Bon, on a quand même dans cette équipe LaMelo Ball, qui a été pas mal blessé encore l'an dernier. On lui souhaite d'avoir la santé physique mais aussi mentale, parce que faut dire que dans cette équipe depuis pas mal de mois, il y a de nombreux cas problématiques. Miles Bridges avec les violences conjugales, il y a eu des histoires de drogue. Il y a eu un jeune numéro 2 de draft, Brandon Miller, qui a l'air exceptionnel, un peu dans le style de Paul George, mais qui a des problèmes judiciaires liés à un prêt d'armes qui a donné lieu à un meurtre. Voilà. Bon, c'est un peu glauque autour de Charlotte, l'ambiance est spéciale. Michael Jordan, ancien propriétaire, a revendu ses parts et a fait une très bonne plus-value. Il a multiplié, je crois, par 10 la valeur de ce qu'il avait investi. Mais ça ne veut pas dire que pour autant cette équipe est bien équipée. Moi, je la vois mal partie pour être peut-être même dans les derniers de la conférence Est. Il y a des joueurs qui peuvent quand même marquer des points, hein. Je pense à Gordon Hayward, Terry Rozier. Sous les panneaux, moi j'avais bien aimé l'émergence du jeune Mark Williams, une sorte de machine à double-double qui me fait penser aussi à Jalen Duren à Détroit. Mais pour aller plus loin, ça va être compliqué. Et en plus, Frank Ntilikina s'est blessé alors qu'il venait dans cet effectif, et Steve Clifford l'avait reconnu comme un très bon défenseur. Malheureusement, cette blessure risque de le pénaliser beaucoup cette année. Donc on cliquera quand même de temps en temps sur les Charlotte Hornets, on verra quelques actions, je pense, épisodiques, un peu de showtime, mais ça va être difficile pour eux d'affronter de grosses équipes, et donc les Hornets risquent de pas trop piquer cette année.
En résumé, je vois Boston caracoler en tête de cette conférence avec Milwaukee, même si un nouveau coach, une superstar à intégrer, c'est pas si facile que ça pour être vraiment dans le top du top. Et puis il faut rester en bonne santé. Derrière, il y aura à mon avis un groupe constitué des Cavs qui ont une revanche à prendre après leur premier tour décevant. Je vois bien New York quand même réaliser une bonne performance en termes d'intensité, de dureté. C'est une équipe très très difficile à battre à domicile. Et puis on peut avoir des équipes comme les Atlanta Hawks, les Brooklyn Nets s'inviter dans ce top 6. Les Sixers, malheureusement j'y crois pas trop parce que leur projet est flou. Joel Embiid peut aussi se lasser. Et puis il y a des points d'interrogation pour Miami, pour Atlanta, qui risquent de faire des saisons un peu moyennes. La belle surprise, elle peut venir à la fois d'Orlando et d'Indiana, même si je miserais un petit peu plus sur Orlando, vu que je trouve leur effectif plus complet. Et on aura toujours la curiosité de voir les débuts de Bilal Coulibaly aux Washington Wizards, de Brandon Miller aux Hornets, et peut-être qu'il y a d'autres équipes comme ça qui vont émerger. C'est ça aussi le plaisir de la NBA, c'est à chaque fois se lancer dans des prédictions et puis voir que tout ça, ça tombe à l'eau, hein, comme l'an dernier le Heat qui a fini en finale NBA. Dites-moi ce que vous pensez de cette conférence Est et on se retrouve pour une autre vidéo sur la conférence Ouest. A bientôt sur le Seigneur des Arceaux.